J'ai écrit un livre qui s'appelle Courage, illusion et sagesse, les trois paliers d'une activité rentable de freelance en écriture. Et mon but, c'est de le diffuser au plus grand nombre possible. Pour ça, je fais deux choses. D'abord, il est à un prix extrêmement faible. J'ai mis le prix le moins cher possible. Il est à 99 centimes au format Kindle. Et ce petit format imprimé, il est à 9,50 € sur Amazon. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous lire dans cette vidéo mon livre. Voilà, ça a duré peut-être 1 heure. Je vais tout vous lire, je vais tout vous partager. Et mon ambition, c'est qu'il y a peut-être une idée, un principe, une réflexion qui va résonner en vous et qui va vous aider à peut-être progresser dans votre activité et faire en sorte que cette heure de votre temps, elle sera super bien investie. Donc allons-y sans plus tarder. Si vous voulez le découvrir, je vous mets le lien en commentaire. Voilà, il n'est pas cher, mais si jamais vous voulez découvrir ces idées, je vous le lis également. Donc courage, illusion, sagesse, les trois paliers d'une activité rentable de freelance en écriture. Introduction. Mon intention avec ce petit livre est de répondre à l'épineuse question: que faut-il apprendre pour construire une activité de freelance? Quelles compétences et aptitudes faut-il développer? Ce sujet est incroyablement vaste et complexe. J'ai donc décidé de le traiter selon un prisme particulier, celui de votre état d'esprit d'entrepreneur. Dans ce livre, vous ne trouverez pas de conseils tactiques ou d'astuces pour avoir plus de visibilité. Je vais plutôt me concentrer sur les attitudes à adopter et les manières de réfléchir, ainsi que les blocages et les peurs que vous allez devoir résoudre. Ce livre est pensé pour être encore pertinent dans 20 ou 50 ans. Les tactiques changent constamment, alors que les fondamentaux restent toujours les mêmes. Et si jamais vous voulez des conseils plus tactiques, je vous redirige vers quelques ressources à la fin du livre. L'une des phrases les plus puissantes que j'ai entendues ces dernières années est la suivante: il n'existe aucun problème de business, il y a uniquement des problèmes d'entrepreneur et d'état d'esprit. J'ai trouvé cette phrase incroyablement juste. Non seulement elle m'a apporté un éclairage précieux sur mes dernières erreurs d'entrepreneur, mais elle me permet également de mieux comprendre les blocages des freelances que j'accompagne. Cette phrase exprime l'une des vérités profondes de l'entrepreneuriat et de la vie en général. Très souvent, la solution à vos problèmes se trouve dans votre attitude face à ce problème. Si vous ne parvenez pas à surmonter une difficulté, c'est parce que votre approche et votre manière d'y réfléchir vous conduisent dans un mur. Vous êtes bloqué dans un schéma de pensée qui vous rend incapable de voir la solution. Il est très important de comprendre que les actions que vous mettez en place dans votre quotidien ne sont que la conséquence de la personne que vous êtes. C'est la conséquence externe de vos pensées, votre état d'esprit et votre manière de voir les choses. Vous observez en permanence le monde avec un filtre composé de vos peurs, vos croyances, vos doutes, vos expériences passées, qui brouillent votre jugement et orientent ensuite vos actions. Ce qui est difficile et vicieux, c'est que l'on vit 99% du temps en mode autopilote. On réagit au monde sans y prêter attention. On ne se rend pas compte de ce filtre. On ne réalise pas à quel point à quel point nos réactions et nos instincts sont biaisés. On ne réalise pas à quel point on passe notre temps à répéter encore et encore les mêmes schémas. C'est d'ailleurs pour ça qu'autant de philosophies et de préceptes de développement personnel insistent sur la conscience. La conscience, c'est l'inverse du mode autopilote. Être conscient, c'est être éveillé, alerte sur soi-même et le monde qui nous entoure. C'est la capacité à observer soi-même, c'est la capacité à s'observer soi-même de l'extérieur à la troisième personne. C'est difficile à décrire avec des mots, mais quand vous prenez conscience de vous-même pour la première fois, ça fait un petit choc. Vous réalisez précisément que jusqu'à présent, vous viviez votre vie sans la moindre conscience de ce que vous faisiez. La conscience est importante car c'est la pierre fondatrice de tout le reste. La première étape du changement, c'est l'éveil à l'importance de ce changement, puis la compréhension de ce qu'il faut changer. Dans cette optique, le premier acte fondateur que je vous recommande est de noter vos pensées au quotidien. Prenez-vous un petit carnet et apprenez à observer le discours qui se produit dans votre tête quand vous faites les choses. Écoutez les histoires que vous raconte votre cerveau et notez-les. Quand vous prospectez, quand vous annoncez un prix, quand vous publiez un contenu, quand vous travaillez sur votre projet, etc. Soyez attentif aux schémas qui reviennent régulièrement. Au début, ça vous semblera ridicule et insignifiant, mais faites-en une habitude et vous allez voir que c'est incroyablement puissant pour prendre du recul et vous observer à la troisième personne. Notez également vos pensées au fil de la lecture de ce livre. C'est un exercice puissant pour commencer à en intégrer les principes. Ce livre est structuré en 3 grandes parties. Ces parties correspondent selon moi aux 3 grands paliers qui existent dans le développement d'une activité de prestation de service en freelance.
J'ai fait le choix de matérialiser ces paliers par des niveaux de chiffre d'affaires, non pas parce que votre valeur dépend de l'argent que vous gagnez, mais parce que votre chiffre d'affaires, c'est la conséquence externe de l'entrepreneur que vous êtes. Si vous atteignez un palier de chiffre d'affaires, c'est parce que vous êtes parvenu à faire certaines choses. C'est parce que vous avez réussi à dépasser les blocages du palier précédent et que vous avez mis en place les bonnes actions. Les 3 paliers sont les suivants. Palier numéro 1, je l'ai appelé l'heure du courage. C'est de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel en freelance. Palier numéro 2, le temps des illusions, de 20 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et palier numéro 3, l'âge de la sagesse, au-delà de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne vous promets pas la liberté financière ou la rente passive, mon truc c'est plutôt les réussites normales et accessibles. Ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à vivre confortablement votre activité de freelance de manière réaliste, saine et durable. C'est de vous aider à poser des fondations solides qui vont vous suivre toute votre vie. J'aime beaucoup la métaphore de l'arbre. S'il ne prend pas le temps de planter des racines solides, il n'a aucune chance de grandir. Ainsi, pour chaque palier, je vais vous expliquer les blocages typiques que vous allez rencontrer avec les solutions pour les résoudre. Vous allez voir que ce qui permet de passer au niveau 1 ne permet pas de passer au niveau 2 et pareil du niveau 2 au niveau 3. À chaque fois, vous allez avoir besoin de devenir une nouvelle personne. Dernier point important avant d'entrer dans le vif du sujet, pendant tout ce livre, je vais prendre l'exemple du freelancing en écriture. Je vais illustrer les blocages en m'appuyant spécifiquement sur ce que va rencontrer un freelance en écriture. Quand je dis écriture, c'est rédaction, copywriting, ghostwriting, contenu. C'est ce que je connais le mieux et c'est ici que je me sens pertinent. C'est ici que je me sens le plus pertinent. Mais ce que j'explique s'applique également à toutes les activités qui se basent sur de la prestation de service. Les fondamentaux et les grands principes sont les mêmes. À la base, ce texte devait être un petit article de 2000 ou 3000 mots. Finalement, il en fait 15 000. À la fin de mon écriture, au fil de mon écriture, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à raconter et donc j'en ai fait un livre. C'est parti. Il y a un petit préambule juste de qui suis-je. Donc, qui suis-je? Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous parler de tout ça. En quoi est-ce que je suis qualifié pour vous expliquer comment développer votre activité de freelance? Je m'appelle Valentin Decker et j'ai publié mon premier article en ligne en 2016. À l'époque, je ne le sais pas encore, mais cet acte s'avère être fondateur pour la suite de ma carrière. Je me prends au jeu, je continue à écrire et je découvre l'écosystème de la création de contenu. Je découvre qu'à l'ère d'Internet, l'écriture, c'est une compétence importante et prisée. Je trouve un premier stage dans le marketing de contenu, puis un premier job en tant que copywriter en CDI pour une start-up à Paris. Nous sommes alors fin 2017 et cette expérience dure 2 ans. Je quitte mon job fin 2019 et je me lance dans l'entrepreneuriat début 2020. Je démarre d'abord en tant que freelance et décide en parallèle de créer mes propres accompagnements sous le nom d'une école en ligne appelée Saucewriting. J'effectue des missions en freelance pendant environ 2 ans et je construis mon école en parallèle. Avec Saucewriting, j'ai l'occasion d'accompagner de nombreux freelances dans les plans de leur activité. Au départ, je les accompagne uniquement sur le volet écriture, qui est la compétence fondamentale que moi je travaille depuis 2016. Donc à ce moment-là, ça fait 5 ans. Et petit à petit, j'ajoute le volet business à mes accompagnements, car en freelance, il ne s'agit pas uniquement d'être bon sur sa compétence fondamentale, ici l'écriture. Il faut également apprendre à transformer cette compétence en une activité rentable. En lisant ces lignes, vous vous dites peut-être que mon parcours a été linéaire et simple, mais je vous assure que c'est exactement l'inverse. Il y a eu des belles victoires, mais il y a aussi eu des gros passages à vide et des moments de remise en question. Vous voyez d'ailleurs que je n'ai aucune formation en psychologie. Tout ce que j'ai appris et que je vais vous transmettre dans ce livre s'appuie sur mes expériences terrain. J'ai réellement vécu les choses que je m'apprête à vous transmettre. Palier numéro 1, l'heure du courage de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Présentation de cette situation. Dans cette situation, vous vous lancez dans le freelancing en écriture et vous souhaitez générer vos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires. Vous entamez une reconversion ou un pivot de carrière vers cette nouvelle activité qui vous semble prometteuse. À ce stade, vous avez besoin de valider qu'il est possible de vivre de votre activité, d'en dégager un réel revenu et de valider votre intérêt pour cette nouvelle activité. Les blocages que vous allez rencontrer dans votre quête des premiers 20 000 euros de chiffre d'affaires. Passer de 0 à 1, c'est à la fois la chose la plus difficile et la plus simple. Le premier blocage notable que vous allez rencontrer est la difficulté à passer à l'action et à réellement se lancer. En fonction de votre personnalité, vous pouvez tomber dans un excès de perfectionnisme qui va être plus ou moins fort. Voici les réflexions typiques que vous avez à ce stade. Ah, tant que mon site n'est pas prêt, je ne peux pas démarrer. Je dois d'abord prendre le temps d'optimiser mon profil LinkedIn parfaitement.
Je dois d'abord suivre cette formation et ensuite cet accompagnement pour me sentir prêt. Cet excès de perfectionnisme conduit généralement à deux choses. 1. Vous retardez votre passage à l'action, avec la croyance que ce n'est pas encore le bon moment et que les planètes ne sont pas encore tout à fait alignées. 2. Vous travaillez sur des choses qui n'ont pas d'impact et qui n'ont pas d'importance, en y passant beaucoup trop de temps. Par exemple, vous vous dites que vous avez besoin d'un site web parfait pour vous lancer. Vous estimez que vous allez avoir besoin de 3 mois pour le construire et réfléchissez même à vous faire accompagner pour cela. Entre parenthèses, alors que ça devrait vous prendre maximum 3 jours et vous devriez le faire seul. Vous allez vite vous rendre compte que le perfectionnisme est une forme de procrastination cachée qui vous évite de vous confronter aux vrais enjeux. Cette difficulté à passer à l'action est généralement exacerbée par une peur excessive du risque. La moindre action vous semble incroyablement dangereuse et risquée. Vous marchez sur des œufs et vous n'osez pas faire les choses. Vous avez peur de conséquences potentiellement rédhibitoires si vous faites mal les choses. Vous avez peur de vous griller ou de détruire votre réputation. Autre blocage majeur que j'observe à ce stade, c'est la peur du regard des autres. Cette peur peut se manifester de plusieurs manières. Peur d'être ridicule, peur d'échouer aux yeux de tout le monde, peur de s'engager dans un projet que votre entourage, vos anciens collègues, vos amis, votre famille ne comprend pas, pour finalement se vautrer lamentablement. Votre ego et votre fierté veulent se protéger, ils veulent vous protéger. J'ai été très marqué par cette citation d'Anthony de Mello qui explique que le besoin d'approbation et de validation, de validation, d'affection et d'attention sont les plus grandes drogues de l'homme. Et qui dit drogue, dit dépendance et incapacité à se sevrer. C'était aussi ce qu'explique le psychothérapeute Alfred Adler quand il dit que tous nos problèmes sont des problèmes interpersonnels. On le voit bien. On n'arrive pas à se lancer, ça c'est moi qui ai reçu ce commentaire, on n'arrive pas à se lancer parce que on a peur des autres, on a peur de plein de choses. Je trouve cela très juste dans le contexte du freelancing. Si vous y réfléchissez profondément à ce qui vous empêche d'y aller à fond, vous trouverez forcément une explication autour de la peur de décevoir ou de ne plus être validé par vos pairs, la peur d'être jugé négativement, la peur d'être rejeté par vos clients. Encore une fois, c'est des relations interpersonnelles. Dernier point très caractéristique de cette étape, vous avez très peur de la concurrence. Vous êtes terrifié de voir autant d'autres copywriters et de rédacteurs sur le marché, ce qui en remet encore une couche sur votre excès de perfectionnisme. Vous vous comparez aux autres, ce qui vous rajoute un poids sur les épaules. Un joli cercle vicieux se met alors en place. Pendant ce premier palier, vous êtes dominé principalement par une émotion de peur. Et c'est parfaitement normal, c'est la peur de l'inconnu. Vous vous apprêtez à suivre une voie que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas réellement où vous mettez les pieds, ce qui génère toutes sortes de fantasmes infondés et d'anticipations négatives excessives. Voyons comment résoudre cela. Et donc après avoir vu les blocages, on va voir les ingrédients qui permettent de dépasser ces blocages pour aller atteindre vos premiers 20 000 € de chiffre d'affaires. Mon conseil tient en une ligne. La clé est de démarrer le plus simplement et le plus vite possible. J'apporte plusieurs précisions à cette phrase. Déjà, vous avez besoin de comprendre que rien ne sera jamais parfait. Les conditions ne seront jamais parfaites pour que vous puissiez vous lancer. Entreprendre, c'est précisément être à l'aise avec le chaos et apprendre à danser avec celui-ci. Plus vite vous serez à l'aise avec l'incertitude et mieux ce sera. Et pour y parvenir, il n'y a rien de mystérieux, il faut oser s'y confronter. Surtout, vous avez besoin de comprendre que personne ne vous donnera jamais la permission de quoi que ce soit. Il n'y a ni diplôme, ni ticket d'entrée. C'est à vous d'initier les choses avec vos petits bras. C'est à vous de vous mettre en mouvement pour lancer la machine. Et si votre entourage ne comprend pas ce que vous faites, c'est tant pis. Vous n'avez pas d'autre choix que de passer au-delà. C'est difficile, mais rappelez-vous que vous vivez d'abord pour vous et pas pour les autres. C'est d'ailleurs une question puissante que j'aime me poser. Est-ce que je suis prêt à renoncer à mon projet par peur que tonton Jean-François me juge? Est-ce que j'ai envie de donner autant de pouvoir à ce tonton sur ma vie? C'est ça les questions à se poser. Évidemment que non. Si vous aspirez à être libre de vos décisions et de vos actions, vous devez accepter de décevoir les autres. C'est le sens de la citation d'Anthony de Mello, dont je vous parlais tout à l'heure. Le besoin d'acceptation est notre plus grande drogue. Vouloir plaire aux autres et être accepté, c'est conformer nos actions de sorte à coller à leurs désirs. Quand on fait ça, on leur accorde un pouvoir immense, puisqu'on les laisse dicter notre vie. On vit en fonction de leur vision idéale, de ce qui est bien pour nous, selon leurs critères
personnel et subjectif, avec leurs propres peurs également. Votre moi d'aujourd'hui a besoin de mourir, le mot est fort, mais il a besoin de mourir, quitte à décevoir les autres qui ne connaissent, quitte à décevoir les autres qui ne connaissaient que cette version de moi, pour faire de la place à un nouveau moi. Cela semble dramatique, dit comme ça, mais je vous assure que c'est libérateur. Pour sortir de l'inertie, vous avez également besoin d'apprendre à avancer dans le brouillard, sans avoir une vision exacte et précise des choses. N'écoutez pas tous les gens qui vous disent que vous avez besoin d'une grande vision et d'un why profond. Oubliez la vision à 5 ans et tous ces trucs qui mettent une pression folle. Ce serait comme demander à un bébé qui apprend à marcher quel est son plan d'épargne pour la retraite. Cela n'a aucun sens et c'est complètement déconnecté de sa phase de vie actuelle. Votre première obsession de freelance débutant est de commencer à gagner de l'argent et d'engranger du chiffre d'affaires. Vous verrez ensuite pour le reste. Chaque chose en son temps. Votre why est simple, générer vos premiers revenus. Pour atteindre les premiers 20 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin d'être très stratégique ou d'avoir des offres ultra précises. Je vous recommande de prendre tout ce qui vient en termes de mission et de vous adapter aux besoins clients. Activez votre réseau, écrivez pour l'entreprise de votre beau-frère, inscrivez-vous sur des plateformes, etc., etc. Vous allez rapidement générer de premières opportunités. Il faut juste mettre un peu d'huile de coude. Oubliez la concurrence. En freelance, elle n'existe pas. Avoir peur de la concurrence revient à dire que si vous n'avez pas de mission, c'est parce que les autres freelances vous prennent des missions. Cela revient à dire que le gâteau est limité avec un certain nombre de parts et quand il n'y a plus de parts, il n'y a plus rien à manger. Non seulement c'est faux, mais c'est précisément l'inverse. Il est très important de comprendre que le gâteau est infini. D'abord parce que toutes les entreprises peuvent être votre client puisqu'elles ont toutes besoin de communiquer, d'être visibles et elles-mêmes de trouver des clients. Relisez cette phrase car elle est importante. Si vous leur proposez la bonne solution, toutes les entreprises peuvent potentiellement être vos clients. Ensuite, de manière générale, vous sous-estimez le nombre d'entreprises qui existent. Vous sous-estimez la profondeur et la richesse et la diversité du marché. En France, environ 1 million de nouvelles entreprises sont créées chaque année, sans parler de celles qui sont déjà installées. Enfin, gardez en tête qu'un marché sain est un marché dynamique, avec beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Voyez le fait qu'il y a beaucoup de freelance sur le marché comme un signe ultra positif, car vos clients sont éduqués à ce que vous proposez. Ils savent de quoi vous leur parlez. Je serais personnellement beaucoup plus inquiet si j'étais tout seul à proposer mes services. La réalité, c'est ça la phrase importante, c'est que ce n'est pas la concurrence qui va vous empêcher de bien vivre de votre activité, mais votre incapacité à identifier des bons prospects et leur donner envie de travailler avec vous. C'est pour cela que la majorité des freelances échouent. Ils racontent que le marché est saturé pour se rassurer, mais ils ne savent juste pas comment apporter de la valeur à un client et se faire payer pour cela. Le meilleur conseil que je peux vous donner ici est d'arrêter de prêter attention aux autres freelances du marché. Appliquez-vous simplement à progresser dans votre compétence fondamentale et à comprendre les besoins de vos prospects. Mettez des œillères et ne vous laissez pas distraire, c'est tout ce qui compte. En freelance, le nombre de clients dont vous avez besoin pour vivre se compte sur les doigts d'une main. Essayez de faire votre première mission le plus vite possible pour enclencher la machine. Et si vous avez peur de vous faire payer, proposez votre travail gratuitement. Ça va vous permettre de gagner en confiance. Cette dynamique va vous permettre de comprendre qu'il y a absolument zéro risque. Au pire, si ça se passe mal, vous pouvez arrêter à tout moment. Le vrai gros risque, c'est de précisément de procrastiner et de perdre votre temps. Et votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse. À ce stade, le syndrome de l'imposteur est encore très présent. Vous ne vous sentez pas légitime et c'est 100% normal. La réponse pour le surmonter est d'aller sur le terrain et de pratiquer, de faire concrètement des choses. Au démarrage, vous avez besoin de vous muscler, de muscler votre compétence fondamentale. Vous avez besoin de vous entraîner et de beaucoup écrire. Non seulement ça vous aidera à bien délivrer vos premières missions, mais ça vous donnera confiance et vous donnera des preuves de travail. C'est exactement ce dont vous avez besoin à ce stade. Et pour ça, le format importe peu. Ouvrez un blog, créez une newsletter, écrivez sur LinkedIn, etc. Tout ce qu'il vous faut, c'est un support pour écrire. Acceptez au début que ce ne sera pas terrible, ce sera désorganisé et chaotique,
Et c'est parfaitement normal. Comment est-ce que ça pourrait être autrement? Vous vous lancez. C'est d'ailleurs l'un des signaux faibles, c'est d'ailleurs l'un des signaux les plus c'est d'ailleurs l'un des signaux les plus fiables que j'observe chez les freelances qui réussissent. Deux points, ils n'attendent pas. Ils se mettent en mouvement et font preuve d'un sens d'agency. Ils se responsabilisent eux-mêmes et sont naturellement attirés par le fait de faire des choses sans qu'on leur dise. Il existe des milliers de contenus gratuits disponibles sur Internet. Oui, la qualité du contenu est inégale et c'est pas évident de toujours y voir clair, mais c'est largement suffisant pour se lancer, apprendre les fondamentaux et commencer à pratiquer. Autre conseil ici, ne restez pas seul. Allez parler à d'autres freelances qui se lancent comme vous et qui sont un peu plus avancés. Ça vous permettra de lever le voile sur cette nouvelle activité et de mieux comprendre les rouages. Avec un petit point de vigilance que j'aimais ici, attention à ne pas demander des conseils de mariage à des célibataires. Lorsqu'une personne vous donne un conseil, prenez-le toujours avec une grosse pincée de sel. Interrogez-vous sur sa crédibilité, ses propres résultats et faites preuve d'esprit critique pour identifier les angles morts de son raisonnement. Enfin, dernier point, affirmez qui vous êtes. Personne ne vous décernera le titre de copywriter ou de rédacteur. C'est à vous de l'afficher. Faites taire votre syndrome de l'imposteur qui vous fera penser que vous n'êtes pas légitime et gardez en tête que vous devenez l'histoire que vous vous racontez. Si vous vous racontez l'histoire que vous n'êtes pas prêt, alors vous ne le serez pas. A l'inverse, si vous dites que vous êtes prêt, alors vous le serez. Vos pensées ont un impact et une influence énorme sur vos actions. Faites confiance dans votre capacité d'apprentissage et osez une petite dose de fake it until you make it. Et encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire payer quelqu'un pour vos services au début, proposez votre aide gratuitement. C'est un bon moyen d'enclencher la machine. Face à l'inconnu, le bon réflexe n'est pas de se cacher et de faire des hypothèses sur ce qui se trouve derrière le voile, mais précisément de faire l'inverse, avoir le courage de lever le voile le plus vite possible et entrer dans l'arène. C'est l'heure du courage. Si vous adoptez cet état d'esprit, vous allez voir que vous allez rapidement décrocher vos premières missions et atteindre le palier de 20 000 € de chiffre d'affaires annuel. 20 000 € sur l'année, ça correspond à un rythme de croisière de 1 666 € par mois de chiffre d'affaires. Ça peut venir vite. Tableau récapitulatif du palier numéro 1. Les problématiques que vous rencontrez. Perfectionnisme, peur du risque, peur du regard, peur de la concurrence, peur de l'inconnu, syndrome de l'imposteur. Les solutions. Acceptez que les planètes ne seront jamais alignées et embrassez le chaos. Personne ne vous donnera la permission. C'est à vous de vous mettre en mouvement. Se libérer des attentes et du besoin d'approbation. Se concentrer sur soi et ses compétences. Réaliser que le gâteau est infini. Enclencher la machine le plus vite possible. Une obsession, facturer vos premiers euros de chiffre d'affaires et pratiquer pour renforcer votre compétence fondamentale. Voilà pour le palier numéro 1. Palier numéro 2, le temps des illusions. Passer de 20 000 € à 50 000 € de chiffre d'affaires. Arrivé à ce stade, vous êtes parvenu à dépasser vos premiers blocages, ce qui vous a permis de générer vos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires avec votre activité. Vous pouvez en être fier, c'est un bel accomplissement. Beaucoup de freelances n'y parviennent pas. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant pour vivre sereinement de votre activité. Vous n'êtes pas encore rentable. Les missions ne sont pas passionnantes et la rémunération encore trop faible. Rappelez-vous, il n'existe pas de problème de business, uniquement des problèmes d'entrepreneur. Dans votre quête du palier supérieur, les 50 000 € de chiffre d'affaires, de nouveaux blocages vont apparaître. Et pour les surmonter, exactement comme les précédents, vous avez besoin de devenir une nouvelle personne. C'est maintenant que le gros du travail à réaliser démarre. Les blocages que vous allez rencontrer pour passer de 20 000 à 50 000 € de chiffre d'affaires. Je le disais, pour arriver à ce stade, vous avez déjà dû surmonter plusieurs peurs. Mais 1, elles n'ont pas toutes disparu et 2, de nouvelles peurs apparaissent. Voici les plus handicapantes. Déjà la peur du rejet. Vous êtes parvenu à passer outre en vous lançant, mais cette peur ne disparaît jamais réellement. Elle va continuer à se manifester de manière plus subtile dans toutes les actions que vous allez mettre en place.
Voici 3 exemples caractéristiques. Dans la création de contenu, vous allez avoir peur de vous montrer et de vous heurter à une audience qui n'apprécie pas vos publications. Dans la prospection, vous avez beau savoir que c'est un canal important pour trouver des clients, vous avez du mal à l'utiliser car vous avez peur de vous prendre des portes. Et vos tarifs, vous allez avoir tendance à tirer vos tarifs vers le bas par peur de recevoir un refus de votre prospect et de le vexer. Vous allez toujours devoir affronter le syndrome de l'imposteur. Certes, vous avez effectué quelques missions et facturé un peu de chiffre d'affaires, mais au fond de vous, une voix vous répète toujours que vous n'êtes pas légitime et que vous êtes moins bon que les autres. Vous avez peur de décevoir et le pompon, vous continuez de vous comparer aux autres freelances qui ont tous l'air 10 fois meilleurs que vous. La peur de l'argent commence également à pointer le bout de son nez. Vous êtes rempli d'illusions et de fausses croyances par rapport à l'argent, ce qui vous bloque dans une posture de rareté. Et je vais revenir plus tard sur cette posture de rareté, elle est très très importante. Avec des réflexions du type « Ah, mais je ne peux pas augmenter mes tarifs car mes clients iront toujours au moins cher, surtout avec la concurrence. Wow, mais je ne peux pas trouver ce prix-là, c'est indécent et c'est beaucoup trop cher. Mais je ne mérite pas de facturer autant car si je compare mon salaire, c'est énorme. Mais est-ce que cette mission mérite réellement d'être facturée autant ?» Cet inconfort avec l'argent et avec le fait de vous vendre à un prix qui vous semble cher génère 2 conséquences. Première conséquence, vous avez beaucoup de mal à faire évoluer vos tarifs et vous continuez à vous vendre en dessous de votre valeur. À vos débuts, ce n'était pas un problème, mais désormais vous comprenez qu'augmenter votre prix est un besoin vital pour espérer être rentable. Deuxième conséquence, vous compensez la faible rémunération de vos prestations par un gros volume de travail. Vous devez cravacher, travailler énormément et vous commencez à vous épuiser. Vous avez du mal à voir comment sortir la tête de l'eau. Autre blocage important à ce stade, le syndrome du bon élève. Vous essayez de bien faire les choses, de respecter les consignes et de ne pas sortir du cadre. Vous attendez que l'on vous dise quoi faire pour exécuter vos missions, avec la croyance profonde qu'il existe des bonnes réponses que vous devez absolument posséder pour pouvoir bien faire votre job. Cette manière de penser vous cantonne mécaniquement à une posture d'exécutant externe à qui on délègue simplement un travail. Généralement, c'est aussi à ce moment qu'intervient une grosse crise de sens. Vous remettez en question votre envie initiale de suivre cette voie. Je trouve que ce graphique est incroyablement juste. Au début, cette nouvelle activité de freelance vous semblait géniale. Votre niveau d'excitation était au maximum. Vous aviez l'impression d'avoir découvert une mine d'or. C'était la phase de l'optimisme naïf. Ensuite vient la phase du pessimisme éclairé. Vous vous êtes rendu compte que les choses sont loin d'être aussi belles, roses et faciles qu'il y paraît. Vous découvrez qu'être freelance demande de l'énergie mentale et une grande rigueur. Vous découvrez que vous avez besoin de vraies compétences business, savoir se vendre, savoir prospecter, savoir définir son prix. C'est plus juste de l'écriture plaisir. Et c'est là qu'arrive la crise de sens. Tout vous paraît compliqué et laborieux. Votre cerveau commence à vous polluer avec des considérations morales. Vous vous dites finalement que tout ça n'a pas de sens, que vous écrivez juste des textes sur Internet. Vos doutes se transforment en remise en question fondamentale de toute votre activité. Malheureusement, de nombreux freelances se laissent avoir à cette étape-là et ne s'en relèvent pas. Ils jettent l'éponge et décident d'abandonner. Ce qui est vicieux à cette étape, c'est que la crise de sens est exacerbée par de nouveaux objets brillants qui ont l'air super attirants. Ah, finalement, c'est pas la rédaction qui m'intéresse, mais les podcasts ou la vidéo. Finalement, je vais plutôt me reconvertir dans tel domaine. Ça a l'air beaucoup mieux, ça a l'air utile. Votre attention va sans cesse être attirée par de nouvelles choses. Et ce cycle va vous faire repartir à l'étape numéro 1, celle de l'optimisme naïf, où tout a l'air rose, avant de découvrir que finalement ça ne l'est pas, dans une boucle sans fin. Cette quête de l'objet brillant va également se manifester dans votre recherche de clients. Un jour, vous allez tenter la prospection, le lendemain, vous allez essayer de créer du contenu sur LinkedIn, puis ensuite essayer de créer un site, puis aller faire du réseautage local, etc., etc. Vous ne parvenez pas à canaliser vos efforts et votre attention. Vous êtes noyé dans l'immensité des options disponibles devant vous et ne cessez de partir dans tous les sens, à la recherche de l'astuce ou de la technique qui va tout débloquer. Autre élément qui vous empêche d'être pleinement focus, vous subissez les montagnes russes de vos émotions de plein fouet. Chaque journée apporte son lot de nouvelles. Les bonnes vous rendent très heureux et les mauvaises vous font déprimer. Votre état émotionnel subit un effet de yo-yo permanent, ce qui rend
difficile de faire quoi que ce soit. Enfin, à ce stade, je vois un dernier grand blocage, c'est l'envie de rester généraliste et de ne pas se fermer de porte. Vous vous dites que vous voulez rester libre, travailler sur des sujets qui vous intéressent, etc., etc. Je le détaille juste après, mais cette attitude vous limite à travailler essentiellement avec des mauvais clients. Et je soupçonne que l'envie d'être généraliste s'enracine dans la peur du rejet. Vous avez tellement peur de ne pas trouver de mission que vous vous sentez obligé d'être le plus large et le plus consensuel possible dans vos prestations. Pour résumer, ce palier est celui des illusions. Vous êtes encore rempli de nombreuses croyances sur ce que devrait être votre activité, sur ce que devrait être le freelancing, le marché, le prix d'une prestation, le juste prix d'une prestation. Pour passer à l'étape d'après, vous avez besoin de faire voler en éclats ces illusions pour apprendre à observer la réalité. Les ingrédients qui permettent de dépasser ces blocages et d'atteindre les fameux 50 000 € de chiffre d'affaires. Le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'importance du focus. C'est l'ingrédient essentiel qui manque à beaucoup de freelances qui aimeraient passer ce cap-là. Quand je parle de focus, je fais référence à plusieurs choses. Déjà, il faut arrêter de distraire sans cesse votre attention. Vous avez besoin de comprendre une vérité fondamentale de l'entrepreneuriat et de la vie en général. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Chaque type d'activité, de métier, comporte ses avantages, ses inconvénients et ses contraintes. De l'extérieur, on ne voit souvent que les avantages. Et cela rend la nouvelle opportunité très brillante, d'où la phase de l'optimisme naïf. Mais une fois dedans, on se rend compte que finalement, c'est loin d'être aussi simple, la phase du pessimisme éclairé. Vous avez besoin de comprendre cela et d'arrêter de papillonner. Mieux, vous avez besoin d'accepter les contraintes de votre activité avec le sourire. Vous avez besoin d'accepter de bouffer de la merde, pardonnez-moi l'expression, avec le sourire. Car c'est ce qui va faire la différence et ce que peu de personnes ont le courage de faire. Et vous permettre de découvrir que l'herbe est verte là où on l'arrose. Ensuite, le focus, c'est la capacité à concentrer vos ressources, donc votre attention, votre temps, votre force de travail, idéalement sur une seule chose à la fois. Globalement, en freelance, il est possible d'atteindre 6 chiffres de chiffre d'affaires avec un fonctionnement très simple. Une offre pensée pour une cible avec un canal de distribution. C'est tellement simple que ça paraît insultant et trop beau pour être vrai. Et je vous assure que c'est le cas. Et si la plupart des freelances n'y arrivent pas, c'est juste parce qu'ils se laissent distraire dans cette équation et ils veulent rajouter de la complexité. Ah non, moi je vais avoir 3 cibles. Ah mais moi j'aimerais bien avoir 2 offres, voire carrément 2 activités différentes. Ah moi mais je ne veux pas uniquement me cantonner à cette stratégie. Je vais être présent sur tous les réseaux pour toucher ma cible. Encore une fois, vous pensez que vous vous laissez un maximum de portes ouvertes, mais c'est un réflexe de peur et vous avez peur de vous enfermer dans une case et de manquer d'opportunités. Mais ces réflexions-là, elles vous pénalisent. À force de courir plusieurs lapins, vous n'en attrapez aucun. Je le redis, une offre, une cible, un canal. Vous n'avez besoin de rien de plus. Sur le focus, il y a 2 autres ingrédients qui me paraissent importants, l'intensité et le temps. D'abord, l'intensité. Vous avez besoin de reconnaître que tant que vous n'êtes pas rentable, un sablier s'égrène au-dessus de votre tête. Et qu'à la fin de ce sablier, votre projet va mourir par manque de trésorerie, fin de vos droits au chômage ou par manque de motivation pour continuer. Cela signifie que vous devez être animé par un sentiment quotidien d'urgence. Dans le développement de votre activité, il n'y a pas de temps à perdre. Chaque jour compte jusqu'à la rentabilité. Cela paraît évident, mais je vois trop de freelances qui flânent et qui y vont tranquillement. Ensuite, le temps. Parce que vous devez coupler ce sentiment d'urgence à court terme avec de la patience à long terme. De nombreux freelances ne se laissent pas le temps de réussir et ne répètent pas les efforts suffisamment longtemps. Le cas typique que je vois, c'est j'envoie 3 mails de prospection, j'arrête. J'écris sur LinkedIn 3 semaines et puis j'arrête. Parce que ça ne porte pas ses fruits. Mais évidemment que personne ne va vous répondre au bout de 3 mails de prospection ou de quelques posts LinkedIn. Cela prend plusieurs mois avant de se débloquer. La clé est juste, et je mets des guillemets car c'est précisément ici que se fait la différence, d'appliquer votre plan avec rigueur sans se détourner pendant suffisamment longtemps. Si vous le faites rigoureusement, alors le succès est déraisonnable. Si vous envoyez un mail de prospection par jour pendant 3 mois, c'est déraisonnable que vous ne décrochiez aucune mission.
j'insiste, déraisonnable. D'ailleurs, je parle d'un email par jour. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en envoyer 3 par jour? Qu'avez-vous de mieux à faire que de trouver des clients pour générer du CA? Qu'avez-vous de mieux à faire? La bonne attitude pour concilier court terme et long terme est celle de l'ambition détachée. Faire les choses avec rigueur et sérieux, sans leur donner plus d'importance que nécessaire. Cette citation de Nicolas Boileau exprime bien cette idée. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et polissez-le sans cesse et le repolissez. Voilà. Cette difficulté à se focus s'ancre également dans la croyance que vous avez besoin d'un système et d'une stratégie complexe pour réussir. Je dirais que c'est tout le contraire. Une stratégie a besoin d'être simple. Ce qui est difficile, c'est de l'exécuter chaque jour avec discipline. C'est ça le vrai enjeu. Ce même résume parfaitement la situation. Pour parvenir au palier des 40 à 50K, il vous suffit de prospecter de manière intelligente tous les jours. C'est tout. Et c'est vraiment tout. Vous comprenez ainsi le sens de ce que je disais précédemment sur le besoin de devenir une nouvelle personne. Vous avez besoin de devenir un professionnel. Vous avez besoin de ne plus traiter cette activité de freelance comme un hobby, une passion ou une reconversion plaisir, mais comme un vrai job. Ce qui demande d'accepter que comme dans n'importe quel job, il y a des facettes qui vous plaisent moins, il y a des contraintes avec lesquelles vous devez vivre et composer. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous allez progresser. C'est ce que j'appelle se détacher de ses illusions pour apprendre à observer la réalité. Oh non, la réalité n'est pas aussi romantique que vous l'aviez espéré. Que faites-vous maintenant? Vous tombez amoureux d'une nouvelle vision romantique? Ou vous acceptez la réalité telle qu'elle est et vous acceptez de bouffer de la merde avec le sourire? Si on reprend ce graphique que je vous ai montré avant, vous entrez dans la phase de l'optimisme éclairé. Adieu les illusions et la vision romantique. Vous décidez d'accepter les règles du jeu telles qu'elles sont avec l'intention de jouer selon celles-ci. Vous arrêtez de vouloir que le monde soit tel que vous l'aimeriez. Vous le prenez tel qu'il est réellement. Vous comprenez ce qu'implique de développer une activité de freelance en écriture et vous décidez d'y aller avec une énergie et un optimisme retrouvés. Les obstacles ne font plus peur. Vous découvrez qu'ils font simplement partie du voyage et qu'ils ne rendent la route que plus belle. L'une des aptitudes fortes que vous pouvez développer ici est celle de devenir un bulldozer. Avoir la capacité à faire ce qui doit être fait quand ça doit être fait sans rechigner. C'est la faculté à débrancher votre cerveau et arrêter de se torturer l'esprit pour le moindre détail insignifiant. L'un des conseils que je peux vous donner ici, c'est d'arrêter de vous demander si vous avez envie de faire les choses ou pas. C'est bête, mais si vous entamez une discussion raisonnable avec vous-même, est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Est-ce que je me sens motivé? Il y a de fortes chances que la conclusion logique soit « bah non » et que vous n'allez pas faire les choses. Rappelez-vous, votre cerveau va constamment conspirer contre vous. Il n'aime pas l'inconfort. Refusez cette conversation. Dites-vous juste que vous allez faire cette chose sans vous interroger sur vos préférences, sans chercher à vous demander si ça vous fait plaisir ou pas. Ce que je dis peut sembler repoussant, et vous dites peut-être « Hein, mais Valentin, j'ai pas envie de faire ce qui ne me plaît pas ». Je vous réponds alors, c'est illusoire de croire que vous allez aimer 100% de votre job. Et c'est illusoire de croire que vous avez besoin de vous sentir bien pour faire ce que vous devez faire. Je rajoute également, mais vous verrez que c'est magique. Une fois que vous dépassez ce petit stade d'inconfort initial, vous allez commencer à apprécier cela. Vous allez apprécier le fait de faire ce que vous savez devoir faire. Je le redis, vous allez apprécier le fait de faire ce que vous savez devoir faire. Vous allez prendre du plaisir dans les choses qui vous semblent inconfortables. Exactement comme le sport, les premières sessions sont horribles, mais vous gagnez en confort à mesure que vous vous dépassez. La discipline libère. Rappelez-vous, vous avez besoin de devenir une nouvelle personne. Cette faculté d'être discipliné fait partie de cette nouvelle boîte à outils. Je peux vous dire que si vous développez ces traits dans votre identité et votre personnalité, vous allez faire de sacrés progrès. Dans la même veine, je vois aussi beaucoup de freelances qui se lancent pour des questions personnelles, quête de sens, bien-être, envie de slow life, envie d'un meilleur équilibre familial, personnel, etc. Beaucoup voient l'entrepreneuriat comme un moyen pour travailler moins, choisir ses heures, ses clients et se retirer des contraintes. Ces aspirations, elles sont importantes. Elles font partie du fameux why et de la motivation fondamentale du freelance qui se lance. Et il ne faut pas les oublier. Mais
Je suis convaincu qu'au départ, il faut être capable de les mettre de côté. Il faut accepter que les questions personnelles ne soient pas le focus principal, particulièrement dans la quête des 40 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. À ce stade, la priorité des priorités est de pouvoir vivre de votre activité. Votre enjeu, c'est d'abord de générer le chiffre d'affaires qui va permettre à votre activité d'exister, de se développer et ainsi de vous rémunérer correctement. Car sans cela, rien d'autre n'existe. Les questions d'équilibre, de sens restent imaginaires, c'est des chimères. Et le marché se moque de vos envies. Vous pouvez le regretter, mais c'est comme ça. Pour progresser, encore une fois, vous avez besoin de vous détacher de vos illusions. C'est une fois que vous commencez à être stable et rentable que vous pouvez être intentionnel sur votre rythme et votre équilibre de vie. Voici encore d'autres attitudes qui vont vous aider. La confiance en soi. La confiance est le socle fondamental de beaucoup de choses et vous avez absolument besoin de la renforcer. Je le répète ici, le meilleur exercice pour cela est de muscler votre compétence fondamentale. Si vous vendez des prestations d'écriture, vous avez besoin de beaucoup écrire, c'est bête et méchant. Précédemment, je parlais du syndrome du bon élève et de la croyance qu'il existe des bonnes réponses à posséder. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Oui, il existe des bonnes pratiques, mais en marketing et en entrepreneuriat, on ne peut jamais ce qui va marcher, on ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va marcher. Selon moi, cette recherche des bonnes réponses témoigne d'un manque de confiance en soi. Vous cherchez à vous rassurer et à savoir comment faire parfaitement les choses avant de les faire. Mais vous avez précisément besoin d'adopter l'attitude inverse. Tester, expérimenter, itérer et oser se planter le plus vite possible. Car c'est comme cela que vous allez découvrir ce qui marche et vous orienter vers la bonne approche. Pour parvenir à faire cela, vous avez besoin de sortir du mindset de rareté et de dépasser la peur de l'échec. Le mindset de rareté vous pousse à raisonner en termes de jeu fini. Si je rate mon projet, je vais tout perdre. Si je ne trouve pas de clients, je vais devoir retourner au salariat. Si mon email de prospection reste sans réponse, c'est un échec. Vous avez raisonné noir ou blanc, échec ou succès, victoire ou défaite, ce qui crée de l'anxiété, vous paralyse et vous empêche souvent de faire ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'inverse de ce mindset de rareté, c'est le mindset d'abondance. Quand vous placez dans cette posture, vous comprenez qu'il n'y a d'échec seulement si vous abandonnez. Car c'est juste une question de temps. Si vous mettez en place les bonnes stratégies, les bonnes actions et restez focus, alors le succès n'est qu'une question de temps. Il suffit de rester patient. Quand vous adoptez un mindset d'abondance, vous comprenez également que même si votre projet échoue, ce n'est pas grave car vous avez appris des choses, vous êtes devenu meilleur. Si votre email de prospection reste sans réponse, ce n'est pas grave car vous avez gagné bien plus. Vous avez été discipliné et rigoureux pour renvoyer votre email. Vous avez fait ce que vous savez devoir faire. Vous avez fait l'effort d'analyser le prospect pour comprendre ses besoins. Vous avez dépassé votre peur du rejet et vous avez peaufiné votre technique d'écriture de mail de prospection. C'est que du positif, non? La réponse de votre prospect n'est que la cerise sur le gâteau. La vraie récompense, c'est la nouvelle personne que vous devenez en prospectant. The reward is the work. La récompense, c'est le fait de faire la chose. Quand vous raisonnez ainsi, vous comprenez que votre projet du moment n'est jamais une finalité. Cette mission, ce post LinkedIn, cette newsletter, ce mail de prospection, c'est qu'une étape, c'est un tremplin vers la suite. Et vous comprenez alors que le jeu est infini. La vraie question est comment est-ce que je peux apprendre un maximum de choses, perfectionner mon éducation, mes compétences et oser faire des choses qui me font peur. Cela va vous pousser à être plus entreprenant, à prendre plus de risques et à passer à la vitesse supérieure, ce qui va in fine vous permettre d'obtenir les résultats que vous espérez. Je sais que ces notions de mindset de rareté, d'abondance peuvent sembler abstraites. Ça ressemble beaucoup à du développement personnel bas de gamme, mais comme beaucoup de concepts, il y a une différence entre la connaissance et la compréhension. On a beau vous expliquer certaines choses, ce n'est pas pour autant que vous allez les comprendre et réellement les intégrer. J'ai fait un petit tableau du coup avec mindset de rareté, mindset d'abondance. Mindset de rareté, c'est le fait d'adopter une posture renfermée et craintive surtout. On s'attache aux choses qu'on connaît. On est rigide face aux événements extérieurs. On a envie de protéger le peu de choses qu'on a acquis. On a une posture qui est défensive par défaut. On a envie de sécurité par défaut. On a la croyance que le gâteau est fini et qu'il y a un nombre de parts limitées. On a peur à l'idée d'investir. On pense qu'un échec, c'est une défaite. Et notre vision, notre activité du monde, elle est pessimiste.
On voit le monde avec un filtre plutôt négatif. A l'inverse, le mindset d'abondance consiste à adopter une posture ouverte et libérée. On reconnaît que tout n'est que changement, adaptabilité et chaos. On reconnaît que l'attitude à avoir, c'est être flexible et fluide face aux événements extérieurs. On a la volonté permanente de croissance et de développement. On a une posture offensive par défaut. On est audacieux par défaut. On a la croyance que le gâteau est infini. Si mon voisin gagne, je gagne. Si je gagne, mes voisins gagnent aussi. C'est la conviction que la seule manière de grandir est d'investir son temps, son argent, son énergie. C'est la compréhension qu'un échec, c'est une opportunité d'apprentissage et c'est une vision du monde optimiste par défaut. Je vous disais, voilà, ces notions de mindset, d'abondance, de rareté, j'ai mis du temps à réellement les intégrer. Pendant longtemps, je croyais que c'était un peu des trucs bullshit. Mais j'ai mis du temps à en prendre la mesure. Et à un moment, en fait, les choses ont cliqué dans mon esprit. J'étais mature pour les comprendre. J'avais pris les bonnes claques, j'ai eu les bonnes remises en question. Et j'étais tombé suffisamment dans les mêmes pièges pour comprendre ce que ça veut dire. Donc si ces notions ne résonnent pas encore avec vous, c'est normal. Prenez simplement le temps d'y réfléchir. Notez vos réflexions à ce sujet dans votre carnet et revenez-y de temps en temps. Le jeu est infini. Ce n'est pas tout. Il reste encore quelques petits principes que j'ai besoin de vous transmettre pour passer de 20 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Le prochain conseil porte sur votre posture. Généralement, quand vous vous lancez dans le freelancing, vous démarrez avec une posture de quémandeur, une posture de demandeur d'emploi. Sans le conscientiser, vous vous placez dans une posture inférieure à vos clients. Vous avez l'impression que vos clients vous font une faveur en acceptant de travailler avec vous. Vous avez l'impression qu'ils vous donnent quelque chose. Et c'est le signal que vous renvoyez. « Help, j'ai besoin de toi pour me permettre de vivre mon activité. Help, il me faut une mission. » Vous voyez le badge Open to Work sur LinkedIn, c'est exactement ça. Les personnes qui l'affichent sur leur profil racontent au monde l'histoire suivante. « Personne ne veut travailler avec moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » C'est ça l'histoire que vous racontez. Et c'est le pire signal à renvoyer. Vous avez besoin d'adopter précisément la posture inverse, renvoyer de la confiance, montrer à votre prospect que vous savez ce que vous faites, lui montrer qu'il sera entre de bonnes mains avec vous. Vous avez besoin d'adopter la posture d'un médecin. Lorsqu'un médecin soigne un malade, il ne se place pas dans une posture inférieure à son patient. Le patient a un problème et il a besoin des compétences du médecin pour le résoudre. Le rôle du médecin est alors de réaliser le bon diagnostic pour orienter le patient vers la bonne solution. C'est exactement pareil pour vous en tant que freelance. Votre prospect rencontre un problème, manque de trafic, manque de chiffre d'affaires, etc. Et il a besoin d'aide pour le résoudre. Il a besoin d'un regard extérieur et de votre savoir-faire pour établir un diagnostic, identifier ce qui bloque et appliquer la bonne solution. Il a besoin de vous. Je peux vous garantir que si vous adoptez cette attitude-là, cela va absolument tout changer dans votre relation avec votre client. Vous n'êtes plus en une posture passive à attendre des consignes de votre client, mais vous êtes actif. Vous faites l'effort conscient de vous demander comment aider au mieux cette entreprise et en échange, vous faire rémunérer pour cela. Vous devenez un partenaire. Quand vous raisonnez ainsi, vous vous rendez compte, une fois de plus, que le terrain de jeu est infini et que la peur de la concurrence est absolument ridicule. Les opportunités sont absolument partout, il suffit d'apprendre à les observer. Deux autres sujets sont liés à cette question de posture, votre positionnement et votre prix. Parlons d'abord de positionnement. Par défaut, votre mindset de rareté va vous pousser à être généraliste. Il va vous pousser à prendre la décision de ne pas vous spécialiser par peur. Par peur de se fermer des portes, peur de ne pas être légitime, peur de ne pas trouver de clients, peur de dire non, etc. Et vous vous rappelez, et rappelez-vous, prendre une décision dans une posture de peur n'est jamais une bonne idée. Car être généraliste, c'est la garantie d'attirer des clients moyens. Des clients qui veulent un freelance à qui déléguer un truc rapide, pas cher. Et surtout, quand vous voulez aider tout le monde, vous n'aidez personne. En voyant votre profil généraliste, absolument aucune entreprise ne va se dire « Ah, génial ce freelance, il a exactement le profil qu'il me faut ». Personne ne va se faire cette réflexion. Et pour vous, c'est un problème. Le fait d'être généraliste comporte un autre problème, puisque chaque mission est différente, vous ne construisez rien. Vous devez repartir de zéro à chaque fois, dans la compréhension du prospect, de l'industrie, etc.
et vous ne pouvez pas capitaliser sur vos missions précédentes. C'est contre-intuitif, mais le fait de choisir un positionnement va vous libérer. C'est justement parce que vous allez faire un choix d'une industrie, d'un secteur, d'un type d'entreprise que vous allez vous ouvrir des portes. Prenons un exemple. Imaginons que vous décidiez de vous spécialiser dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Que va-t-il se passer quand une entreprise qui travaille dans l'univers de l'architecture d'intérieur, donc ça peut être un cabinet, un logiciel, une société de conseil, de construction, va tomber sur votre profil? Et bien elle va se dire « Wow, ce freelance a l'air génial, il est positionné exactement sur notre thématique ». Ça veut dire qu'il doit posséder une bonne connaissance et compréhension de notre écosystème. Votre profil va avoir un effet d'attraction très fort pour cette boîte-là. Non seulement vous allez l'attirer, mais en plus, elle va davantage valoriser vos compétences et votre opinion, puisqu'elle aura le sentiment que vous la comprenez réellement. Vous serez davantage crédible à ses yeux. Elle sera prête à accepter vos conditions, tarifs plus élevés, conditions de mission, etc. Et elle sera prête à vous recommander d'autant plus facilement si vous faites bien le job. Et ça change tout. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure. Vous vous ouvrez des portes. C'est exactement pareil pour un médecin. Si j'ai une blessure à l'épaule, je me moque de recevoir l'avis d'un médecin généraliste. Je veux l'avis d'un spécialiste de l'épaule qui pourra me faire un diagnostic précis et éclairé. Et non seulement je vais davantage valoriser son avis, mais en plus je serai prêt à le payer plus cher pour qu'il m'aide. L'argent, parlons-en. Pour atteindre le palier des 40 à 50 000 euros, vous avez besoin de remodeler votre rapport à l'argent. C'est un gros sujet qui mérite d'être détricoté. Prenons le temps de le faire. Déjà, vous avez besoin de comprendre que votre rapport actuel à l'argent est la conséquence directe de votre environnement et de ce à quoi vous avez été habitué. Si vos parents gagnent 1 500 euros par mois, alors le jour où on va vous en proposer 2 500, vous allez trembler en vous disant que c'est beaucoup trop. Si vos parents gagnent 4 000 euros par mois, alors le jour où on va vous en proposer 2 500, vous serez triste et déçu de ne pas être valorisé. Ce qui est drôle ici, c'est que vous avez raison dans les deux situations. Comme beaucoup de choses, l'argent n'est qu'une question de perception et de ce à quoi vous avez été habitué. La chose la plus utile que vous puissiez faire pour remodeler votre perception, c'est donc de côtoyer des personnes qui ont un rapport à l'argent différent du vôtre, car ça vous permet de créer une nouvelle version de la réalité. Si vous ne côtoyez que des freelances qui facturent 200 euros la journée, alors vous allez calibrer vos missions pour les vendre à 200 euros la journée. Ça vous semblera être la norme et facturer davantage vous semblera impossible puisque personne autour de vous ne le fait. Mais si vous commencez à côtoyer des personnes qui se vendent 500 euros la journée, votre perception de ce qu'est la norme va voler en éclats. Vous allez naturellement tirer vos prix vers le haut et être tenté de faire comme les autres. Vous allez vous fabriquer une réalité dans laquelle facturer 500 euros la journée, c'est tout à fait normal. Soyons honnêtes, la plupart des gens souffrent d'un complexe d'infériorité par rapport à l'argent. Ils n'en gagnent pas suffisamment et n'osent pas demander plus. C'est un sujet qui fait peur et qui brûle les doigts. C'est pour cela que vous devez précisément affronter ce sujet et ne pas le mettre sous le tapis. Dans mon parcours, j'ai eu des moments creux, des moments où mes projets marchaient moins bien et où mon chiffre d'affaires était en baisse. À ces moments-là, je suis entré dans une spirale mentale très dangereuse. Puisque ça ne marchait pas, mon cerveau a essayé de me rassurer en me disant que « Ah, mais l'argent, c'est pas important ». Je me répétais des phrases du style « L'argent, c'est pas mon moteur, j'aspire à d'autres choses. Je ne veux pas être comme ces personnes qui sont obnubilées par le fait de facturer plus. Il n'y a pas que ça dans la vie. » Est-ce que vous voyez ce que mon cerveau était en train de faire? Il me racontait toutes sortes d'histoires pour alléger mon anxiété et ma peur. Petit à petit, j'ai vu que la pente elle pouvait être très glissante et j'ai vu que je me détournais de la réalité pour rentrer dans le monde des illusions. Et puis de toute façon, pourquoi est-ce que je dois jouer à ce jeu qui consiste à gagner de l'argent? Ça ne sert à rien, je veux plus que ça. On n'est pas des individus qui doivent gagner de l'argent. Oui mon coco. Sauf que pour 95% des gens, l'argent est une question de survie, moi y compris. Quand tu entreprends, l'argent c'est le carburant de toute entreprise. C'est l'oxygène qui la rend viable, qui lui offre la possibilité de se développer et au passage qui soutient la santé financière du foyer de son fondateur. C'est ça la réalité. Seuls ceux qui vivent dans le luxe peuvent affirmer que l'argent n'est pas important et se moquer de ceux qui essaient d'en gagner. Surtout dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale. La récolte d'aujourd'hui ne présage en rien la récolte de demain. Vous avez beau essayer de trouver toutes les pirouettes du monde, la réalité c'est que vous avez besoin d'argent. Et c'est très bien comme ça, c'est sain.
Vous avez des charges à supporter, des impôts à payer, des investissements à réaliser, une épargne de précaution à anticiper et vous avez également besoin de profiter des fruits de votre travail. Mieux encore, si vous générez de l'argent, vous créez un effet vertueux autour de vous, car ça veut dire que vous avez créé un service de valeur que d'autres personnes sont prêtes à payer. À titre personnel, cela vous donne des ressources pour contribuer à l'économie locale qui se trouve autour de vous, vous ne dépendez de personne et vous participez au financement des services publics. Alors ne vous excusez pas de vouloir gagner de l'argent. Je l'ai fait pendant trop longtemps. Si vous fuyez l'argent, l'argent va aussi vous fuir. Assumez votre besoin et votre envie d'en gagner. Vous verrez que ça va simplifier pas mal de choses. Encore une fois, la vie est un jeu infini. Le point essentiel à comprendre, c'est qu'il n'y a aucune considération morale à attacher à l'argent ou à un prix. Je vais l'écrire encore une fois. Il n'y a aucune considération morale à attacher à l'argent ou à un prix. Un prix n'est jamais trop cher ou insultant ou démesuré. Idem pour une rémunération. Lorsqu'on utilise ce genre d'adjectif, on émet un jugement de valeur. Implicitement, on attache une considération d'éthique ou de justice à l'argent qu'on gagne. Mais cela n'a pas lieu d'être. Cette perception morale que vous accordez à l'argent dépend encore une fois de votre perception. Pour certains, 500 € est une grosse somme, pour d'autres, c'est une bouchée de pain. C'est ça la réalité. Un prix n'est jamais trop cher. Un prix n'est qu'un chiffre sur lequel deux grandes personnes consentantes se mettent d'accord. Un prix est ce qu'il est, c'est tout. Pour vous, en tant que freelance, vous avez besoin de comprendre que votre prix, c'est aussi un signal. Vous ne le conscientisez pas, mais le prix que vous annoncez à votre prospect raconte une histoire. Votre prix dit quelque chose de vous. Si vous bradez vos tarifs, vous racontez l'histoire que vous êtes un freelance cheap, un freelance qui ne sait pas ce qu'il fait et qui n'a pas confiance. Et d'ailleurs, quel patient ferait confiance à un médecin cheap? Pas moi. Si vous affichez un prix élevé, vous racontez à l'inverse l'histoire que vous êtes un bon freelance, un freelance qui maîtrise son domaine et sa compétence. Et tout de suite, vous gagnez en crédibilité aux yeux de votre prospect. Si vous vendez l'article de 1000 mots à 8 centimes le mot, vous êtes cheap et bas de gamme. Si vous vendez l'article de 1000 mots à 500 €, vous êtes qualitatif et renvoyez une image haut de gamme. Et ce, j'insiste, sans aucune considération réelle pour votre niveau de compétence. Je parle uniquement du signal que renvoie votre prix. Si vous vous bradez, vous vous tirez une balle dans le pied, littéralement. Car non seulement vous positionnez mécaniquement vos prix pour ne pas être rentable, mais en plus vous attirez les pires clients. Pour atteindre ce palier des 40 à 50 000 € de chiffre d'affaires, vous avez besoin d'être à l'aise avec le fait d'augmenter vos tarifs. Le seuil que je trouve intéressant, c'est celui des 300 €. Si vous vendez votre journée de travail à au moins 300 €, alors vous êtes sur la bonne voie. Un calcul rapide nous montre que 300 €, 4 jours par semaine, donne 4 800 € de chiffre d'affaires mensuel. On est donc bien sur la route des 40 à 50 000 € de chiffre d'affaires. Décortiqué ainsi, on se rend compte que c'est loin d'être impossible. Vous avez simplement besoin d'imbriquer les pièces dont je viens de parler: positionnement, posture, confiance, tarif. Rappelez-vous également que votre chiffre d'affaires n'est pas votre salaire. Vous avez de l'URSSAF, des impôts et des charges à retirer. Bien vendre et valoriser vos prestations n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pour terminer cette partie, il me reste 3 points à vous partager. Et oui, il en faut des choses pour passer de 20 à 50 000 € de chiffre d'affaires. Mais rappelez-vous, si c'était simple, cela n'aurait aucune valeur. Point numéro 1, changer son regard. Les freelances qui tournent autour des 20 000 € sont très centrés sur eux-mêmes. Quand ils réfléchissent à leur activité et leurs prestations, ils sont omnibulés par eux-mêmes. Mon chiffre d'affaires, mon positionnement, mon syndrome de l'imposteur, ma cible, mes envies, mes passions, ma vision, ma mission idéale, mes peurs, etc. etc. Alors qu'il faudrait faire précisément l'inverse, se tourner vers vos prospects. Arrêtez de penser à soi ou au marché, mais simplement se demander comment aider et apporter de la valeur à ce prospect. Ne plus se demander qu'est-ce que je veux faire, mais plutôt de quoi cette entreprise a besoin. Comment est-ce que je peux lui être utile? Cela paraît simple, mais je peux vous assurer que ça change absolument tout en termes d'approche. Nous l'oublions trop souvent, mais vendre est un travail d'empathie. Ce qui compte vraiment, c'est d'être obsédé à l'idée d'aider votre interlocuteur. C'est de sortir de l'équation et de vos préférences personnelles pour coller parfaitement aux besoins de l'autre. On en revient à l'importance de se détacher de ces illusions. Vous avez besoin d'arrêter de croire que le marché se soucie de vous et de vos envies.
Le marché a des besoins et cherche des solutions. C'est tout. Point numéro 2. Apprendre à réguler vos émotions. Vous l'avez vu, les jours ne se ressemblent pas quand on entreprend. Une bonne nouvelle vous donne l'impression d'être le roi du monde. Une mauvaise nouvelle vous enterre 6 pieds sous terre. Il faut le dire, émotionnellement, c'est très challengeant. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Gérer ces moments de haut et de bas est un vrai enjeu. Car le problème avec les variations d'humeur, c'est qu'elles vous rendent inconsistant dans vos efforts et vous détournent de votre plan. Les moments de haut vous font relâcher la pression et baisser l'intensité. A l'inverse, les moments de bas vous donnent l'envie de jeter l'éponge et vous conduisent dans les bras de nouveaux objets brillants. Vous avez absolument besoin d'apprendre à y résister. Pour cela, gardez en tête que quand les choses se passent bien, vous n'êtes jamais aussi beau que vous ne le pensez. Quand les choses se passent mal, vous n'êtes jamais aussi nul que vous ne le pensez. C'est bête, mais ça évite les pics. Quand vous ressentez de l'anxiété, appliquez ce framework simple. Observez ce sentiment qui émerge en vous sans juger. Reconnaissez que ce sentiment en vous, reconnaissez que ce sentiment ne vous définit pas. C'est simplement un gros nuage qui passe. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ce nuage, vous êtes le ciel qui observe ce nuage et dites-vous que comme tous les nuages, il va passer. Ensuite, soignez absolument ce qu'il se passe dans votre vie personnelle. On en parle peu, mais ce qu'il se passe dans votre vie professionnelle n'est qu'un reflet, une manifestation de votre vie personnelle. Si votre vie perso est en bordel, il va être difficile de se concentrer en attention, en temps, en ressources émotionnelles sur le développement de votre activité. Inversement, si vous avez un mode de vie sain et équilibré, vous serez disponible pour votre business. D'ailleurs, ce n'est même pas tellement une question de temps, mais surtout une question d'énergie. Je vous donne des conseils évidents, mais souvent, s'ils sont évidents, c'est pour une bonne raison. Faites du sport, soignez votre alimentation, essayez la méditation, notez vos pensées dans un carnet, allez marcher en journée et surtout, soyez vigilant à votre sommeil. Je dirais que c'est le facteur numéro 1. Et le troisième point, c'est le dernier, ne pas prendre les choses personnellement. Enfin, vous avez besoin de comprendre que les choses ne sont jamais personnelles. Si un prospect refuse de vous répondre, ce n'est pas parce que vous avez un problème, c'est simplement parce qu'à l'instant T, il ne perçoit pas la valeur de votre proposition. Rien de plus. Ce n'est pas un problème personnel, mais un problème d'approche et parfois de conditions, de temporalité, etc. Si votre post LinkedIn fait un flop, ce n'est pas parce que les gens ne vous aiment pas, c'est parce qu'il n'était peut-être pas bien écrit ou que l'idée n'était pas claire, etc., etc. Ça y est, on y est. On est au bout de cette seconde partie. Vous voyez que je ne blaguais pas quand je disais que vous avez besoin de devenir une nouvelle personne. C'est littéralement le cas. Pour passer au palier d'après, vous avez besoin de croire en vous, croire en votre capacité d'apprentissage, faire preuve de résilience et d'une détermination sans faille. Gardez en tête que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur, mais que des escaliers. Seule la progression compte, petite marche après petite marche. Et je termine avec le tableau récap de la partie 2. Les problématiques que vous allez rencontrer. Peur du rejet, syndrome de l'imposteur, relation avec l'argent, syndrome du bon élève, crise de sens, objet brillant et incapacité à se focus, et peur du positionnement. Les solutions pour les surmonter, c'est dépasser l'inconfort initial, muscler votre compétence fondamentale en écrivant tous les jours pour développer votre confiance, accepter la valeur de l'argent et entrer dans un état d'esprit d'abondance, oser itérer sans se tromper, comprendre que l'échec n'existe pas, comprendre que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, accepter les règles du jeu telles qu'elles sont, adopter une stratégie simple mais être rigoureux dans son exécution, devenir un professionnel, apprendre à réguler ses émotions et faire des choix et réaliser que le positionnement libère. Palier numéro 3, l'âge de la sagesse, dépasser les 50 000 € de chiffre d'affaires annuel. Une fois arrivé à ce stade, vous pouvez être fier de vous car vous l'avez vu, il n'est pas donné à tout le monde. Les blocages personnels à dépasser pour y parvenir sont nombreux. Ce palier est intéressant car votre activité commence à devenir rentable et être saine. Vous commencez à être solide sur votre compétence fondamentale, donc c'est le service que vous délivrez à vos clients, et sur votre capacité à vous vendre à un bon prix. Le chiffre d'affaires que vous encaissez vous offre de vraies bulles d'oxygène. Vous pouvez dormir plus sereinement et envisager votre activité sur le long terme. Mais vous vous en doutez, la partie n'est pas gagnée pour autant.
chaque phase présente son lot de challenges et celle-ci n'y échappe pas. Les blocages que vous allez rencontrer pour dépasser ces 50 000 euros de chiffre d'affaires. Déjà, encore une fois, certains des blocages du palier précédent vous suivent toujours. Certains vous restent chevillés au corps et reviennent vous chatouiller par période de temps en temps. Votre cerveau va constamment conspirer contre vous, car il n'aime toujours pas que vous le poussiez à faire des choses inconfortables. Le premier gros blocage de ce palier est celui de la crise de sens et de la remise en question fondamentale de votre activité. Parfois, à certains moments, vous aurez envie de tout envoyer valser. Votre cerveau va une nouvelle fois s'emballer et partir tout seul dans les tours. Mais ce que tu fais n'a aucun sens. Tu passes ta journée à écrire pour des gens sur Internet, ça veut rien dire. Quel impact est-ce que tu as sur la société? Ton métier n'est pas utile. Une nouvelle fois, votre cerveau va essayer de vous détourner de votre activité en vous polluant l'esprit avec des considérations morales. Dans la même veine, vous allez toujours être tenté par les objets brillants et l'illusion que l'herbe est plus verte ailleurs. Plus dangereux encore, ces nouveaux objets auront l'air de plus en plus brillants à mesure que vous allez avancer. Et il sera de plus en plus difficile d'y résister pour deux raisons. Raison numéro 1, parce qu'une fois qu'il a coché une case, l'être humain ne peut s'empêcher de se tourner vers la suivante. La nouveauté agit comme un aimant. Raison numéro 2, vous avez gagné confiance en vous et vous avez désormais l'impression de pouvoir tout faire. Cette confiance est positive, mais également très vicieuse car elle peut vous conduire à relâcher vos efforts. Vous vous dites que c'est gagné, que votre activité tourne bien et que vous pouvez ralentir un peu. Vous vous dites qu'après tout ce chemin, vous pouvez vous reposer et gérer votre activité en autopilote. Et puisque vous avez surmonté les premiers défis, vous vous dites que tous les suivants se ressembleront et seront de la même difficulté. Vous ne le verrez pas tout de suite car en apparence, votre activité tourne bien, mais un verre s'est introduit dans la pomme. Vous êtes un peu moins concentré, vous mettez un peu moins d'intensité dans vos journées et vous vous laissez distraire par de nouvelles opportunités. C'est un cocktail qui peut s'avérer très dangereux si vous y succombez trop souvent et trop longtemps. Enfin, je dirais que vous allez devoir surmonter deux autres obstacles. Le manque d'organisation et de structure. La plupart des gens arrivent au palier des 50 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant beaucoup et en étant au four et au moulin. C'est très bien comme cela et je pense qu'il est difficile de faire autrement. C'est un passage obligatoire, mais ce n'est que transitoire. Pour passer à l'étape d'après, vous avez besoin de mieux structurer ce que vous faites, car structure égale croissance, égale consistance dans les efforts, et vous comporter réellement comme un professionnel. Et le deuxième point, c'est la solitude. Pour arriver à ce stade-là, vous êtes devenu une nouvelle personne. De manière absolument normale, les relations et amitiés que vous aviez avant vous nourrissent désormais un peu moins. Vous avez changé, vous avez évolué et grandi, et ce n'est souvent pas le cas de votre entourage. Les ingrédients qui permettent de dépasser ces blocages et les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Globalement, pour continuer à progresser, vous avez besoin de répéter ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, mais en le faisant encore mieux, avec un niveau de qualité plus élevé, avec davantage de discipline et de régularité. J'insiste à nouveau sur l'importance de ne pas se laisser distraire par les objets brillants. Si votre activité atteint la barre des 50K, cela signifie qu'il y a un marché pour ce que vous proposez. Si vous faites de la prestation de service, c'est évident, mais je le dis quand même. Et ça signifie qu'une demande est prête à payer pour votre offre. Maintenant, vous avez deux grandes options devant vous. Option numéro 1, vous vous dites que vous avez réussi dans cette activité et vous commencez à vous diversifier. Le truc courant que je vois, c'est l'envie de scaler et lancer des produits. Tout le monde vous bassine avec l'importance de découpler votre temps de vos revenus et vous vous dites que c'est absolument ce que vous devez faire. C'est la fameuse voie du soloprenariat. En apparence, le soloprenariat a l'air génial, mais je peux vous en parler avec beaucoup de recul et d'expérience. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être freelance. C'est un autre métier. Le business du solopreneur qui vend des produits digitaux, formation, accompagnement, est très différent du business du freelance qui vend ses services à des entreprises. Très différent. Ce n'est pas un problème en soi, c'est simplement que si vous décidez de pivoter de freelance vers solopreneur, vous allez devoir repartir de zéro. C'est une nouvelle activité. Bien sûr, si vous arrivez là, c'est que vous avez développé des compétences transférables et utiles que vous allez pouvoir réutiliser. Mais les deux business n'ont rien à voir. Ce n'est pas les mêmes cibles, ce n'est pas le même cycle marketing et ce n'est pas le même travail attendu de votre part. Attention à la phase de l'optimisme naïf et de l'objet brillant. L'option numéro 2, c'est vous résister aux sirènes, à ces sirènes-là, et vous persévérer dans votre activité de freelance.
Plutôt que de s'ouvrir à une nouvelle activité, vous décidez de devenir très bon dans ce que vous faites déjà. Et selon moi, c'est la voie à suivre si vous souhaitez dépasser les 50 000 € de chiffre d'affaires. Car c'est exactement le principe des intérêts composés. Au début, il faut beaucoup d'efforts pour sortir un projet de terre et le faire exister. Donc en freelance, arriver aux 40 000 € de chiffre d'affaires. Mais ensuite, vous allez voir que plus vous avancez et plus vous progressez rapidement. Passer de 0 à 40 000 € de chiffre d'affaires va peut-être vous prendre 2 ans. Mais si vous persévérez et si vous restez focus, passer de 40 000 à 60 000, ça va vous prendre peut-être que 6 mois. Parce que chaque nouvel apprentissage va s'accumuler au précédent que vous avez déjà eu. C'est encore une fois le principe des effets composés. Votre réseau, vos compétences, votre réputation, votre présence en ligne, votre capacité à convaincre un client ne font que grandir. La boule de neige va de plus en plus vite. Les détracteurs du freelancing aiment insister sur le fait qu'un freelance dépend de son temps et qu'il n'est pas scalable. Toujours, entre parenthèses, toujours dans le but de vous détourner vers le nouvel objet brillant qu'est le soloprenariat. Mais gardez bien en tête 3 choses. 1. Aucun projet n'est réellement scalable, sauf si vous créez une startup 100% technologique, sauf si vous créez Google. Le solopreneur qui vend des produits en ligne n'a peut-être pas de temps de prestation pour des clients, mais il passe beaucoup de temps à créer ses produits et essayer de les vendre. C'est ça le game quand on est solopreneur. Deuxième point, oui, vous vendez votre temps, mais si vous le vendez très cher, quel est le problème? Si vous vendez votre temps de travail à 500 € la journée en freelance, c'est une situation très confortable. Et troisième point, vendre des produits, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. L'infrastructure marketing à déployer pour obtenir de la visibilité et générer des prospects n'a rien à voir avec celle d'un freelance. Le freelance a besoin de 5 clients par an, le solopreneur a besoin d'une centaine de clients par an. Ce n'est pas du tout pareil. Vous l'avez compris, moi je vous conseille de rester focus sur votre route et de ne pas vous en détourner. Apprendre à dire non est une compétence qui devient essentielle à ce stade. Parce que comme je le disais, les nouvelles opportunités deviennent de plus en plus alléchantes. Voici une phrase puissante que je garde personnellement en tête dès que l'envie de créer de nouvelles choses se manifeste dans mon esprit. La plus grande opportunité que vous manquez ne se trouve pas dans les nouvelles idées potentielles que vous pourriez lancer, mais dans les idées que vous avez déjà lancées et que vous n'exploitez pas suffisamment. À chaque fois que vous dites oui à une opportunité, à une nouvelle opportunité, vous vous détournez de l'opportunité initiale sur laquelle vous vous étiez lancé. C'est très important d'avoir ça en tête. Vous allez voir se produire un drôle de paradoxe. Plus vous devenez bon dans ce que vous faites, plus vous êtes sollicité par 1001 choses qui vous prennent du temps et vous détournent de ce dans quoi vous étiez bon de base. Pour arriver jusqu'aux 50 000 €, vous aviez plutôt intérêt à dire oui aux opportunités. Désormais, vous devez plus souvent dire non. Ce qui devient important à ce stade, c'est de ne pas réinventer la roue à chaque mission. Chaque nouvelle mission que vous effectuez vous donne de l'expérience, des connaissances et une meilleure compréhension de ce que vous faites. À un moment, vous allez voir que ce sont tout le temps les mêmes stratégies et types d'actions qui reviennent. Pour vous, c'est une opportunité car cela signifie que vous pouvez créer des standards et des processus. Prenons un exemple concret sur du ghostwriting LinkedIn. Pour vos 4-5 premières prestations de ghostwriting, vous allez faire du sur-mesure. Vous allez essayer de coller aux besoins de votre client, encore une fois en tournant son regard vers lui, et délivrer exactement ce qu'il attend de vous. Ces quelques missions vont ensuite vous permettre de prendre du recul sur ce que vous faites et vous permettre de comprendre les stratégies qui fonctionnent le mieux en termes de type de poste, de fréquence, d'angle, etc. De comprendre comment cadrer vos missions pour fluidifier la collaboration. De comprendre quelles questions poser en priorité à votre client, particulièrement utile en ghostwriting. De comprendre ce qui ramène des résultats pour vos prospects. De comprendre quelles sont les situations dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Ah, je sais que pour ce type de prospect, j'ai généralement du mal. Par contre, cela, ça va mieux. Et de comprendre globalement qui sont les bons prospects et les mauvais prospects pour vous. Ceux qui ont du budget, ceux qui comprennent ce que vous faites et inversement. Grâce à tout cela, vous allez pouvoir penser de meilleures offres, créer des systèmes et des processus. Les bénéfices de ces systèmes, c'est de gagner du temps, vendre vos services plus chers et adopter une réelle posture de consultant auprès de vos clients, ce qui augmente encore une fois votre valeur perçue. Et ce, non pas au doigt mouillé,
mais sur la base de votre expérience terrain. Pouvoir dire à un prospect « Je vous propose cette offre car c'est ce qui a permis de générer le plus de résultats à mes clients » change absolument tout. On voit encore une fois la puissance du positionnement. Si aucune de vos missions ne se ressemble, alors vous ne capitalisez sur rien. A l'inverse, si vous enchaînez les missions dans le même domaine, vous allez apprendre énormément de choses et délivrer encore de meilleurs résultats. Abordons désormais la question des tarifs. Ici aussi, vous allez devoir monter d'un cran pour dépasser les 50 000 euros. Il y a un principe fondamental et universel à avoir en tête. Plus vos prestations ont une chance d'augmenter le chiffre d'affaires de votre client, et plus il sera prêt à vous payer cher pour l'aider. Je vous laisse relire cette phrase car elle est absolument capitale. Plus vos prestations ont une chance d'augmenter le CA de votre client, et plus il sera prêt à vous payer cher. Cette phrase explique pourquoi certains peuvent être payés 3 ou 4 fois plus que d'autres pour la même prestation. Si vous permettez à votre client de gagner 10 000 euros, alors il sera ravi de vous donner 5 000 euros. A l'inverse, le client qui a du mal à voir la valeur de votre prestation et qui ne comprend pas vraiment son impact sur son activité va être réticent à ne serait-ce que vous payer 200 euros. C'est une logique implacable et un principe de base en business. L'une des clés importantes pour passer ce palier se trouve ici. Positionnez et présentez vos services de telle sorte à ce que vos clients comprennent leur retour sur investissement. Et je vais même plus loin. Il ne s'agit pas uniquement de présenter vos services différemment, il s'agit également de faire évoluer vos offres afin d'être en mesure de délivrer ces résultats. Et là, vous allez me dire, mais Valentin, en marketing et en écriture, il est impossible de promettre un retour sur investissement ou un résultat à un client. Je vous réponds que oui, vous avez raison. Mais attention à ne pas tomber dans la facilité et la paresse. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous engager sur un résultat ferme que vous ne devriez pas tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Cette attitude change absolument tout. Pour bien l'illustrer, prenons l'exemple du SEO. Le freelance du niveau 1, donc qui réalise moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires, il va présenter ses services ainsi. Il va dire « J'écris des articles optimisés SEO pour mes clients, je facture ces articles 10 centimes le mot écrit ». C'est très factuel et le freelance se comporte comme un exécutant extérieur à qui on dit quoi faire. Voici désormais comment un freelance de niveau 3, donc quelqu'un qui dépasse les 50 000 euros, va présenter ses services. Il va dire « Je vais transformer votre SEO en un réel canal de génération de prospects en 6 mois. Je m'occupe de tout et je facture cette prestation 4 000 euros par mois. » Est-ce que vous voyez la différence? Ce freelance prend la posture d'un consultant qui guide son prospect et lui montre la voie. Surtout, il s'investit réellement dans le succès de son client et lui montre que sa prestation est orientée vers une seule chose, fournir un retour sur investissement. Gardez en tête un point très simple, si vos actions ne génèrent pas davantage de business pour votre client, alors la mission peut s'arrêter à tout moment. En lisant cela, vous comprenez aussi que vous allez devoir augmenter votre niveau de compétence. C'est logique et c'est la voie naturelle. Et rassurez-vous, cela se fait étape par étape. Ce n'est pas pour rien que je parle de palier de progression. La bonne approche pour cela est d'augmenter d'un cran le degré de difficulté de chaque mission. Si vous êtes 100% à l'aise et en confort dans vos missions, c'est que vous ne progressez pas. Votre prix n'est qu'un reflet de la valeur que vous apportez à l'entreprise et du problème que vous résolvez pour elle. À ce stade, la dynamique s'inverse. C'est le client qui vient vous voir pour des conseils, exactement comme on irait voir un médecin spécialiste. Votre client a besoin d'être pris par la main, que vous lui expliquiez comment vous allez résoudre son problème et il a besoin que vous lui retiriez de la charge mentale. Parmi les autres sujets importants à ce palier se trouve celui de la productivité et de l'organisation personnelle. Vous allez obtenir davantage de missions, elles seront plus intenses, plus complexes et plus longues. Vous avez donc besoin de mettre au point une organisation plus cadrée afin de ne pas vous laisser déborder. Je ne vais pas vous donner de conseils tactiques ici car ça n'a aucun sens. On a tous des fonctionnements différents et des situations personnelles différentes. Voici plutôt quelques grands principes qui vont vous aider. Construisez votre agenda de manière intentionnelle. Observez vos pics d'énergie dans vos journées et optimisez vos sessions de travail en fonction de ceux-ci. Par exemple, si vous êtes efficace le matin, c'est mon cas, protégez absolument votre temps du matin afin de pouvoir avancer sur vos tâches importantes. Plus qu'une gestion du temps, c'est une gestion de l'énergie dont vous avez besoin.
Pour dépasser le palier des 50K, vous avez besoin de prendre votre job au sérieux et de soigner votre vie personnelle afin d'être efficace dans votre vie professionnelle. Sport, nutrition, sommeil sont des basiques indispensables. Vous n'avez pas forcément besoin de travailler plus, mais vous avez surtout besoin d'être plus rigoureux et intense dans vos sessions de travail. Soyez vigilant à ne pas papillonner et procrastiner devant votre ordinateur. Dites-vous qu'une heure de travail égale une heure ultra focus, sans distraction ni interruption. Si vous parvenez à avoir 3 ou 4 bonnes heures de focus dans une journée, vous allez abattre beaucoup de travail et c'est déjà suffisant. Le point essentiel est de rester constant dans vos efforts et de ne pas vous relâcher. Je sais que cette phrase est incroyablement simple et bateau, mais encore une fois, les conseils simples renferment une grande sagesse. Ils sont tellement simples qu'on les regarde de haut sans trop les prendre au sérieux. Je suis frappé de voir à quel point il suffit d'étendre votre horizon de temps pour que les choses se réalisent. Il suffit de ne jamais s'arrêter pour que les choses se débloquent et de rester patient. La difficulté, c'est qu'on a tendance à se fixer des objectifs trop gros et trop rapides. Notre vision de ce qui est réaliste a été détraquée par l'abondance de contenu à succès que l'on voit sur les réseaux sociaux. Résultat, on est déçu quand les choses ne sont pas aussi rapides qu'on l'aimerait. On remet tout en question trop vite. Si on se fixe l'objectif de générer 4 000 € par mois en freelance dès son premier mois, on risque fortement d'être déçu. Mais lorsque l'on étend notre horizon de temps, tout change et devient possible. Si on se laisse 12 à 24 mois pour arriver aux 4 000 € par mois, notre chance d'y arriver est beaucoup plus élevée. L'important est de rester focus, d'exécuter son plan et de rester patient. Je dirais même que si vous respectez votre plan à la lettre et tous les points que je balaye dans ce livre, c'est pratiquement impossible de ne pas y arriver. Dites-vous toujours que les résultats que vous obtenez aujourd'hui sont le fruit des efforts que vous avez effectués il y a 6 mois. Et les résultats que vous allez obtenir dans 6 mois seront les fruits des graines que vous plantez aujourd'hui. Il y a 2 dernières petites choses que j'aimerais encore vous partager pour dépasser ce stade. Comme je le disais, vous allez devoir traverser de nouveaux épisodes de crise de sens. Une fois de temps en temps, vous allez tout remettre en question avec l'envie de changer radicalement d'activité. Je vous préviens, c'est 100% normal. Personnellement, la manière que j'ai trouvée pour dépasser cet obstacle est une forme de nihilisme positif et optimiste. J'ai un double raisonnement. 1. La quête de sens est une chimère. Le sens n'existe pas. Rien n'a de sens en soi. Nous ne sommes que des singes sur une planète qui tourne, perdus dans un univers dont nous ne comprenons rien. Toutes les vérités auxquelles on adhère ne sont que des constructions mentales qui évoluent sans arrêt. Le bien et le mal n'existent pas. Ce sont que des inventions d'hommes tourmentés et issus de la religion. Idem pour les valeurs que nous pensons être ancrées en nous. Ce sont juste des trucs qu'on se répète pour se rassurer, des schémas que l'on applique par tradition et parce que d'autres personnes le faisaient avant nous. Nous avons inventé des bouts de papier pour se troquer des marchandises, des institutions pour s'organiser et collaborer ensemble. Mais rien de tout ça n'a de sens en soi. Je pense toujours à cette citation de Tim Ferriss, bien que très tenace, la réalité n'est qu'une illusion. C'est exactement ça. Deuxième point, les choses prennent le sens qu'on leur donne. Cette pensée, donc se dire que rien n'a de sens, elle a un pouvoir qui est très libérateur. Ce vertige permet de comprendre que notre expérience de la vie n'est jamais externe, mais toujours interne. Les choses prennent le sens qu'on leur donne. C'est nous qui choisissons le sens que les choses ont. Pour la majorité des gens, ce choix se fait de manière inconsciente, en répétant simplement de vieux schémas. Mais une fois que l'on prend conscience de cela, on réalise qu'il est aussi possible de faire ce choix de manière intentionnelle. Comme l'artisan qui passe ses journées à façonner un joli vase, triturer de la terre glaise avec ses mains n'a aucun sens en soi. Mais c'est l'artisan qui confère un sens à cet acte par la symbolique qu'il met autour et l'histoire qu'il se raconte. La vie n'a pas de sens en soi, elle est juste telle qu'elle est. Cette pensée est géniale car elle retire toute forme de pression. On peut en faire ce qu'on veut. C'est ce que j'appelle le nihilisme positif et optimiste. Rien n'a de sens. Ma seule quête est d'être la version la plus fonctionnelle et épanouie de moi-même en me libérant de mes fardeaux et en faisant ce qu'il me plaît. Si vous êtes bien attentif, entre parenthèses, vous allez voir que tous les freelances et entrepreneurs à succès incarnent une forme de ce nihilisme optimiste. Je vous partage un dernier point rapide qui est un prolongement de tout ce que je viens d'expliquer.
Pour dépasser le palier des 50 000 euros, je dirais que vous avez besoin d'audace. L'audace, c'est la capacité à sortir des clous pour oser faire les choses que les autres n'osent pas faire. C'est précisément le contraire de la peur. La peur vous cloisonne, vous restreint et vous limite. Lorsque la peur domine, on tend à se placer dans un état d'esprit de rareté et à envisager constamment le pire scénario. A l'inverse, l'audace vous pousse à être plus entreprenant, à faire des choses différentes et remarquables. L'audace vous met dans un état d'esprit d'abondance dans lequel vous gagnez à tous les coups. Même si votre client vous dit non, vous tirez du positif car vous avez appris des choses. L'énergie que vous recevez du monde n'est qu'un reflet de l'énergie que vous lui donnez. C'est très très important ça. Si vous faites preuve d'enthousiasme, alors on aura envie de vous répondre avec enthousiasme. Accueillez avec le sourire et vous serez reçu avec le sourire. Rappelez-vous qu'une grosse partie de votre réussite est déterminée par votre capacité à donner envie à vos clients de travailler avec vous. Alors soyez audacieux, voyez tout cela comme un jeu et amusez-vous. C'est précisément le genre d'état d'esprit qui rend l'échec impossible. Vous voyez chaque expérience comme un apprentissage vers la prochaine marche. Vous devenez un étudiant de la vie et ne cessez de vous perfectionner. Et vous comprenez que même si vous passez 2 ans à travailler sur un projet qui va échouer, ce n'est pas grave, car cet échec est un tremplin vers la suite. Et si vous continuez d'apprendre, à un moment, les choses vont marcher. Si vous étendez votre horizon de temps, tout change. Enfin, vous avez besoin de vous créer un nouveau cercle d'amis et de relations, idéalement un cercle de personnes qui comprennent ce que vous vivez, sont engagées dans la même démarche que vous et travaillent également sur leur développement personnel. C'est pour cela que les entrepreneurs ont tendance à côtoyer d'autres entrepreneurs. Une fois que l'on travaille sur soi, il est difficile d'être avec des personnes qui n'effectuent pas ce travail sur eux-mêmes. Mais attention, ça ne veut pas dire que pour autant, il faut se couper de vos anciennes relations. Tout est question d'équilibre. Voilà, tableau récap du niveau 3. Les problématiques, crise de sens, objet brillant, inconsistance dans vos efforts, manque de structure et solitude. Les réponses, nihilisme positif et optimiste. Restez concentré sur votre chemin et cueillir les fruits des intérêts composés. Augmentez votre discipline d'un cran, gestion de votre énergie, organisation intentionnelle, patience. Créer des standards et des processus, s'investir dans les résultats de vos clients et se créer un nouveau cercle. Conclusion du livre. Nous voilà au bout. Je suis curieux de savoir quel est le sentiment qui domine en vous en ce moment. Est-ce de l'excitation à l'idée de se mettre au travail ou du découragement face à la tâche qui se trouve devant vous? Vous comprenez mieux désormais le sens de mes mots quand je parlais de devenir une nouvelle personne. Je peux vous assurer que cette aventure va vous transformer et que vous ne serez plus du tout la même personne. C'est pour cela qu'autant de personnes sont accros à l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est un terrain de jeu parfait pour se perfectionner soi-même. Une fois que l'on commence à mettre les doigts dans l'engrenage, cela devient addictif. On comprend que les obstacles sur notre route ne sont pas des anomalies, ils sont 100% volontaires. Ils sont placés devant nous pour nous tester et nous aider à développer les compétences dont on a besoin pour grandir. Si votre prospect ne répond pas à votre prospection, c'est volontaire. C'est pour vous entraîner à écrire de meilleurs emails, tester votre résilience et votre discipline. Une fois que vous adoptez cet état d'esprit, vous devenez littéralement inarrêtable. Vous jouez à un jeu infini auquel vous ne pouvez pas perdre. Gardez en tête cette notion de palier et d'étape à franchir. Maintenant, vous comprenez ce que je disais dans l'introduction sur le fait de matérialiser ces étapes par des niveaux de chiffre d'affaires. L'idée n'est surtout pas que vous attachiez votre valeur à l'argent, mais simplement que le chiffre d'affaires que vous générez, c'est une conséquence de votre développement personnel. Votre chiffre d'affaires, c'est une manifestation externe de vos pensées, vos croyances et des actions que vous mettez en place. L'image du jeu vidéo est très parlante. On développe de nouveaux attributs pour son personnage, il devient meilleur, il devient plus fort, il bat des plus gros monstres et il reçoit des plus grosses récompenses. En entrepreneuriat, cette récompense s'appelle le chiffre d'affaires. N'oubliez pas que ce qui vous amène au niveau 1 ne vous permettra pas d'atteindre le niveau 2 et idem pour le niveau 3. À chaque étape, vous avez besoin de développer des nouvelles compétences, des nouveaux attributs et des nouvelles manières de réfléchir. Attention au piège dans lequel je vois trop de freelances tomber. Si vous êtes niveau 1, n'essayez pas de mettre en place des tactiques de niveau 3. Vous n'allez pas y arriver, ça ne marchera pas et ça va vous décourager. Soyez très vigilant au contenu que vous consommez sur les réseaux sociaux. Essayez au maximum de faire preuve d'esprit critique pour ne pas tomber dans la quête d'un nouvel objet brillant. Restez concentré sur votre chemin et ne vous comparez pas à ce que font les autres. Ils sont à des stades de développement différents de vous
et la plupart ne savent pas du tout ce qu'ils font. Attention à ne pas vous laisser conduire vers des impasses par mimétisme. Le message que je veux transmettre, c'est qu'il n'existe pas de silver bullet. Il n'y a pas de solution miracle capable de résoudre tous vos problèmes de freelance. Il n'y a aucun raccourci, aucun hack. C'est même tout l'inverse. J'aime bien l'image du puzzle. Pour réussir, vous avez besoin d'assembler plusieurs pièces entre elles. Posture, positionnement, vos tarifs, votre rapport aux autres, à la concurrence, votre compétence fondamentale, votre discipline. Ce sont tous les ingrédients d'une même recette qui vont vous permettre de vous accomplir en tant que freelance. Et c'est ainsi que vous dépasserez la crise de sens pour entrer dans la dernière phase qui est celle de l'optimisme éclairé. J'ai compris les défis qui m'attendent et je suis déterminé à les relever. J'ai appris à observer la réalité telle qu'elle est. Je me suis défait de mes illusions et je suis désormais prêt à faire ce qu'il faut pour réussir. Ne vous découragez pas, ne vous arrêtez pas à ce qui vous semble être un échec. Prenez du plaisir dans la difficulté. 1% meilleur chaque jour. Voilà, Valentin. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire. Le livre est à 99 centimes sur Amazon, 9,50 au papier. Et puis, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo ou à envoyer le livre à une personne qui le pourrait aider. À bientôt.